Comment obtenir des photos super nettes en photographie? Et bien dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Alors tout d'abord, le postulat que l'on va faire, c'est que la netteté n'est pas forcément quelque chose que l'on cherche, on va dire, dans l'absolu en photographie, parce que le flou peut faire partie de la pratique artistique, et rien qu'en photographie de paysage, par exemple, et bien la pose longue en est un bel exemple. Mais l'idée, c'est que tout de même, souvent, on cherche à avoir un maximum de netteté, parce que ça fait ressortir les détails, et parce que, tout simplement, ça fait aussi qualitatif. Cependant, mais parfois, on se rend compte que nos photos ne sont pas aussi nettes qu'on le voudrait. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va regarder, c'est définir tout d'abord quels sont les problèmes qui sont responsables de ce manque de netteté. Et surtout, je vous proposerai des solutions concrètes pour obtenir au bout les photos les plus nettes possibles. Et bien sans plus tarder, commençons. Premier paramètre à prendre en compte, c'est savoir est-ce que vous avez une vitesse d'obturation suffisamment élevé. Pour rappel, la vitesse fait partie des 3 piliers du triangle d'exposition et la vitesse gère tout ce qui est en mouvement. Les vitesses d'obturation rapides permettent de figer tout ce qui va vite et à l'inverse, les vitesses lentes floutent, voire même carrément font disparaître des sujets en mouvement, et ça c'est bien connu, notamment lorsque l'on fait de la pose longue. Dès lors, imaginons une situation concrète, vous faites des photographies dans la rue le soir quand il commence à faire nuit ou quand il fait nuit, ou alors vous faites de la photographie en intérieur, et quand vous faites vos photos, vous vous rendez compte que vous avez une photo qui est un peu floue. Alors il y a plusieurs types de flou, on va en parler, mais donc cette situation, il est sans doute possible que vous l'ayez déjà rencontrée. En effet, quand il fait sombre et que par exemple on passe sur le mode automatique, on passe sur le mode de nuit, mais que fait le mode nuit? Tout simplement, il augmente le temps de pause et donc à chaque fois que l'on augmente, tout simplement, ça multiplie les risques de flou. Alors, il y a plusieurs types de risques de flou liés à la vitesse. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le flou de bouger, mais aussi également le flou de mouvement. Le premier type de flou lié à la vitesse, c'est donc le flou de bouger, et ce flou de bouger est dû ni plus ni moins qu'à vos propres tremblements. C'est normal, tout le monde tremble, moi le premier, et arrive un moment où si votre vitesse est trop lente, en fait, ça va avoir en tout cas vos tremblements, une incidence directe et ça va entraîner du flou parce que ces micro-vibrations, ce sont des micro-déplacements qui vont de fait entraîner un flou sur votre photo. Heureusement, il existe des solutions pour éviter, en tout cas limiter, voire même carrément éliminer ces flous de bouger. Alors la première chose, alors ça je vais vous dire que c'est un petit peu la palisse, tout simplement, si la vitesse n'est pas assez rapide, dans ce cas-là, il faut l'augmenter, donc diminuer le temps de pause. Bien évidemment, ça va avoir pour conséquence de diminuer la quantité de lumière et dans notre triangle d'exposition, il faudra trouver cette lumière. Tout ce que l'on enlève sur la vitesse, il faudra le retrouver soit sur l'ouverture ou sur les ISO. Deuxième possibilité, c'est de minimiser les tremblements. Pour ce faire, c'est assez simple. Si vous faites des photos à main levée, déjà je vous conseille d'éviter la visée écran parce que si vous tenez votre appareil photo comme ça et que vous regardez l'écran, le fait d'être à bout de bras augmente les vibrations. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une visée donc au viseur et surtout, vous avez une posture où vous vous mettez bien droit, vous pliez légèrement les jambes, les pieds bien écartés et surtout, il faut contrôler sa respiration. Plus la respiration sera contrôlée et lente et plus vous limiterez tous les tremblements. Enfin, essayez de garder l'appareil photo le plus collé à vous parce que, encore une fois, plus il va être éloigné du centre de gravité et plus il y aura de tremblements. Troisième possibilité, être doté d'un appareil photo, en tout cas d'un capteur ou alors d'un objectif stabilisé. Ça fait longtemps maintenant que notamment les objectifs sont stabilisés, mais l'ère des hybrides a vraiment popularisé la stabilisation mécanique du capteur et aujourd'hui on arrive à compenser plusieurs stops de tremblements. Alors bien évidemment ça a ses limites, mais aujourd'hui on arrive sur des technologies qui sont quand même assez incroyables, notamment les appareils de chez OMD ont une stabilisation redoutable, même chose chez Sony aujourd'hui ou chez Lumix, enfin bref, toutes les marques aujourd'hui font des bonnes stabilisations, mais certains ont réussi à faire des pauses de plusieurs secondes, notamment avec le dernier Sony Alpha 7R5, donc c'est quand même assez fou. Quatrième astuce ensuite, c'est d'utiliser un trépied. Le trépied, lui, il va supprimer en fait tous les tremblements que vous pouvez avoir, alors bien évidemment à condition d'avoir un trépied qui tient la route, mais surtout aussi la petite astuce, c'est si vous mettez votre appareil sur un trépied pour vraiment faire disparaître intégralement tout risque de vibration, soit quand vous déclenchez votre photo, vous utilisez le retardateur, vous le mettez sur simplement 2 secondes, vous appuyez 1,
2 et la photo se déclenche, rien ne touche l'appareil et là il est vraiment très très stable. Ou alors vous utilisez une télécommande, de préférence sans fil, et là aussi ça simplifie vraiment les choses. Donc ces 4 possibilités vous permettent de limiter, voire de faire disparaître le flou de bouger, mais il existe également donc le flou de mouvement. Là ça n'est pas dû à votre personne mais plutôt à votre sujet. Donc si votre sujet bouge très rapidement et que votre vitesse d'obturation ne suffit pas à le figer, et bien tout simplement vous allez avoir un petit décalage parce que entre le moment où vous avez le début et la fin de l'obturation, donc entre le premier et le deuxième rideau, tout simplement votre sujet a eu le temps de se déplacer suffisamment, ce qui entraînera un léger flou et qui entraîne une petite perte de netteté. Donc là, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'adopter une vitesse supérieure pour vraiment figer votre sujet. C'est pour ça qu'en photographie animalière ou sportive, en tout cas tout ce qui est rapide, il faut avoir des vitesses d'obturation très très rapides pour avoir un sujet qui soit bien net et surtout bien figé. On va passer à présent à la deuxième possibilité pour augmenter la netteté et cette fois-ci on va parler de vos objectifs. Car en effet, votre objectif est sans doute la pièce centrale de la netteté de votre photo et ça passe aussi par le diaphragme. Alors, tout ce que je vais dire par la suite, je tiens à faire un petit disclaimer, tout ce que je vais dire, ce sont des généralités. Pourquoi? Parce que tous les objectifs sont différents et donc chaque objectif a vraiment un comportement qui lui est propre et même parfois selon les constructeurs, selon les critères de qualité, de vérification et de construction, etc. Mais parfois même pour un même objectif, vous n'avez pas les mêmes comportements entre les utilisateurs. Donc la moralité, c'est tout ce que je dis, ce sont des généralités, mais il y aura toujours un exemple d'un objectif qui se comporte à l'inverse de ce que je dis. Et ce que je dis, ce sont plutôt des vérités communes pour la plupart des optiques. Et donc pour comprendre tout ça, il faut partir d'une pièce centrale de votre objectif qui s'appelle le diaphragme. Le diaphragme, vous savez, ce sont les petites lamelles qui laissent plus ou moins rentrer la lumière. Et donc le diaphragme gère ce qu'on appelle l'ouverture. Votre objectif dispose d'un certain nombre allant d'une ouverture maximale qui laisse entrer le plus de lumière, donc qui est noté F petit nombre, jusqu'à l'ouverture minimale, donc celle qui fait rentrer le moins de lumière, donc le tout petit trou, et là c'est F grand nombre. Donc si je devais résumer le piqué en fonction de l'ouverture, si on devait faire une courbe qui part de l'ouverture la plus lumineuse jusqu'à la moins lumineuse, et bien en fait ça ferait une pyramide, sachant que vous avez aux ouvertures les plus et les moins lumineuses un piqué qui est minimal, et ensuite au sommet, donc au niveau des plages d'ouverture intermédiaire, vous avez un niveau de piqué qui lui est maximal. Donc en gros, si vous êtes sur un objectif qui ouvre au maximum à f1.8, à f1.8, vous avez un objectif qui ne donnera sûrement pas le meilleur de lui-même, au centre et surtout sur les bords. Plus vous allez fermer pour atteindre des plages intermédiaires de l'ordre de f4, f5, 6, f8 ou même f11, généralement sur ces plages-là, on atteint ce qu'on appelle le sweet spot en anglais, c'est-à-dire la plage maximale de netteté, c'est là où l'objectif donnera en termes de piqué le meilleur de lui-même. Et ensuite arrive un phénomène bien connu qui s'appelle la diffraction, cette dégradation du signal lumineux parce que le diaphragme est si fermé qu'il y a peu de lumière qui rentre. Généralement au-delà de f11, donc f13, f16, f22, plus vous allez fermer et plus la qualité d'image va se dégrader. Donc gardez en tête cette image de la pyramide. Moralité de l'histoire, si vous voulez un piqué maximal pour tirer profit au maximum des capacités de votre objectif, privilégiez les plages d'ouverture intermédiaire. Cependant, l'ouverture n'a pas qu'une incidence, on va dire, sur le piqué global, mais aussi sur ce qu'on appelle l'homogénéité, c'est-à-dire le rapport de netteté de piqué qu'on va avoir entre le centre et les bords de l'image. En effet, lorsque l'on prend par exemple les ouvertures les plus lumineuses, c'est là qu'on va avoir souvent un écart important entre le centre et le bord de l'image, avec un centre qui donne le meilleur, on va dire, et plus on va vers les extrêmes, et plus la qualité se dégrade. Bien évidemment, là aussi, ce sont des généralités parce que sur des objectifs très performants, cet écart est parfois très limité, voire même quasi nul. Cependant, ce qu'on remarque, c'est que généralement, plus on va fermer le diaphragme jusqu'à arriver au fameux sweet spot, et bien tout simplement, là, on va avoir une homogénéité qui va aller en grandissant et donc une netteté qui va être soit parfaitement égale sur l'ensemble de l'image ou alors la netteté des bords va vraiment se rapprocher de celle du centre. Si vous voulez cette performance optique, moi je vous conseille vivement de partir sur les focales fixes. C'est là où en termes de rapport prix-performance, vous aurez vraiment le mieux sur le marché. Donc ce critère est vraiment très très important, notamment par exemple moi je fais de la photographie de paysage. Quand on fait des scènes où en fait on va avoir une scène qui est nette du premier au dernier plan, donc où tout est net
sur la scène, c'est vraiment très important d'avoir quand même une bonne homogénéité, ce qui fait que souvent les photographes de paysage ont plus tendance à utiliser ces ouvertures intermédiaires pour avoir d'abord la meilleure qualité, c'est ce qu'on a vu au départ, et deux, la meilleure homogénéité. Et donc pour rebondir à nouveau sur cette notion d'ouverture et de diaphragme, il faut savoir que cette ouverture a une incidence pas seulement sur le piqué, mais également sur ce que l'on appelle la profondeur de champ. Et oui, car la profondeur de champ, ça peut être aussi l'un des problèmes qui est responsable du manque de netteté de vos photos. Je vous laisse imaginer la situation, vous faites une photographie de paysage, vous avez par exemple, vous voulez prendre quelqu'un en photo, un peu comme un portrait, mais quelqu'un qui est un peu loin, et puis le paysage qui est derrière, vous faites votre photo, et là vous vous rendez compte que vous avez fait la mise au point sur la personne, elle est bien nette, mais derrière le paysage, lui, est un petit peu flou, alors que vous aimeriez avoir vraiment des détails également, imaginons sur une montagne. Quand vous regardez vos paramètres de prise de vue, vous vous rendez compte que, par exemple, vous étiez à f2.8, et oui, parce que l'ouverture a une incidence directe, et c'est le facteur du triangle d'exposition qui est responsable donc de ce qu'on appelle la profondeur de champ. Comment définir la profondeur de champ? C'est la zone qui sera nette sur votre photo en profondeur entre le premier et le dernier plan. Donc une faible profondeur de champ correspond à une faible zone qui sera nette en profondeur. Ça, c'est par exemple pour le portrait où vous avez un visage qui est net et tout l'arrière-plan qui est bien flou avec du bokeh. Et puis à l'inverse, une grande profondeur de champ permettra d'avoir une scène nette du premier au dernier plan. Et donc ça, c'est l'ouverture qui en est responsable. Et donc là, la règle est simple, plus vous avez une ouverture lumineuse, donc f petit nombre, et plus la profondeur de champ va se réduire. Donc ça, c'est pour du portrait par exemple. Mais dans le cas de l'exemple que j'ai donné au départ avec notre personne prise en photo et le paysage, et bien là, la solution, ça serait de fermer le diaphragme, car à mesure que l'on va fermer le diaphragme de l'objectif, et bien on va étendre la profondeur de champ. Donc grosso modo, si vous voulez une scène nette du premier au dernier plan, en fait on ne va pas faire des photos à f1.8 ou f2.8, mais plutôt des photos à f5.6, f8, voire même un peu plus. Et là, on va vraiment faciliter cette extension de la profondeur de champ, même si parfois ça peut ne pas suffire. Et oui, là aussi, je vous donne un deuxième exemple. Imaginez, vous faites de la photographie de paysage. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Vous avez un ultra grand angle, vous avez un joli premier plan, et puis vous voulez vous mettre assez proche de votre sujet au premier plan. Le problème, c'est que si votre sujet est à quelques dizaines de centimètres de votre lentille, c'est vrai que là, c'est un petit peu comme si vous prenez votre main et que vous l'approchez de votre visage. Si je regarde ma main, là, tout est absolument flou derrière. Et si en même temps, je regarde derrière, ma main est complètement floue devant. Votre appareil photo, c'est exactement pareil. Vous aurez beau fermer le diaphragme de votre objectif, f8, f11, f16, ça ne suffira pas à avoir une profondeur de champ suffisamment importante. Résultat, il n'y a qu'une seule solution, c'est opérer ce que l'on appelle donc un focus stacking ou bracketing de mise au point, c'est-à-dire faire plusieurs photos. Donc vous mettez votre appareil photo sur un trépied, vous faites la même photo, simplement ce qui va différencier chaque photo, c'est la zone où vous avez fait la mise au point. Donc par exemple, première photo mise au point sur le premier plan, deuxième photo mise au point un peu plus loin au milieu de la distance sur la scène, et puis enfin troisième photo mise au point sur l'infini, donc sur l'arrière-plan. Et puis en post-traitement, on fusionne tout ça et vous allez garder la zone nette de chaque photo, et au final vous aurez un cliché où tout est net du premier au dernier plan. Alors je n'ai pas encore fait de vidéo sur ce sujet, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. En attendant, pour les plus pressés et les curieux, j'ai rédigé un article complet pour Miss Numérique sur leur blog, vous avez le lien en description si jamais vous voulez un tuto point par point comment réaliser un focus stacking. Quatrième problème qui peut diminuer la netteté de vos photos, c'est tout simplement trop de bruit. Si vous montez en ISO, tout simplement vous allez avoir une dégradation du signal, ce qu'on appelle le rapport signal-bruit, et donc vous allez avoir un moutonnement qui va entraîner une perte de détails. Et donc la solution, ça serait quoi? Ça serait de diminuer les ISO, mais dans certaines situations, tout simplement ça n'est pas possible. Par exemple en photographie animalière où la vitesse est la priorité, on est obligé de fortement monter en ISO. Et là, dans ce cas-là, il existe des solutions aujourd'hui. Ce sont les logiciels ou plugins de débruitage tels que
Topaz ou par exemple Pure Raw. Et ça, je vous en parlerai en conclusion. Et bien d'ailleurs, la conclusion, c'est l'heure de conclure cette vidéo. Donc si je devais résumer, pour avoir des photos très nettes, assurez-vous tout d'abord d'avoir une vitesse suffisamment importante pour d'un côté éviter vous-même vos flous de bouger, vos tremblements, ou alors pour tout simplement éviter les flous de mouvement de vos sujets, donc par exemple pour la photo sport ou de la photo animalière. Bien évidemment, de l'autre côté, ces flous peuvent être vraiment très sympathiques pour de la pose longue en paysage ou par exemple pour de la photo de rue pour essayer de donner un dynamisme à notre sujet, mais bon, ça c'est encore autre chose. Deuxième chose, optimiser l'ouverture de votre objectif, et là je ne peux vous pousser vraiment qu'à faire une seule chose, c'est tout simplement vous prenez votre appareil photo, vous le mettez sur un trépied, vous choisissez une scène avec beaucoup d'informations, et ce que vous faites, c'est que vous faites des photos, la même photo, et à chaque fois vous allez changer l'ouverture et vous allez de stop en stop. Donc par exemple vous faites une photo f2.8, une photo f4, une photo f5.6, une photo f8, f11, f16, et puis ce que vous faites c'est qu'ensuite vous allez sur l'ordi et vous regardez les photos et vous voyez en fait comment se comporte votre objectif d'un point de vue du piqué et de l'homogénéité, et c'est comme ça que vous allez apprendre à savoir quelles sont les ouvertures vraiment optimales. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mes objectifs et du coup, je sais comment ils se comportent. Et ce que j'ai appris, c'est que mes objectifs ont des comportements très différents. Également, et tant que l'on parle d'objectifs, assurez-vous que vous avez suffisamment de profondeur de champ. C'est désagréable quand vous arrivez devant votre ordinateur, et Dieu sait que ça m'est arrivé, de en fait découvrir que votre arrière-plan est légèrement flou. Donc dans ce cas-là, soit vous fermez un petit peu votre diaphragme, ou si ça ne suffit pas, ou si vous voulez conserver une meilleure qualité optique en restant sur des ouvertures intermédiaires, dans ce cas-là, je vous conseille vivement de faire du focus stacking. C'est un petit peu plus technique, mais en attendant, ça vous permet d'avoir vraiment une qualité d'image optimale. Mais au-delà de toutes ces considérations purement techniques lors de la prise de vue, en fait, il existe des solutions aussi numériques pour, en post-production, essayer d'avoir le plus de netteté possible. Donc aujourd'hui, tous les logiciels ont des outils de netteté, que ce soit dans Lightroom, dans Capture One, dans DxO Photolab, dans Luminar ou Darktable ou ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, en plus de ça, des plugins qui vont venir vraiment doper un petit peu votre netteté. Vous en avez par exemple dans Luminar, c'est sorti récemment. Vous en avez aussi avec Topaz, forcément, et Topaz fait la guéguerre notamment avec DxO. DxO, c'est avec son plugin notamment de Pure Raw. Et donc ce qu'on va regarder, c'est derrière l'ordinateur. Je vais vous montrer tout d'abord la solution classique, notamment dans Lightroom, comment ajouter un petit peu de netteté, et après je vous montrerai aussi notamment les outils dans DxO Photolab, parce que DxO propose quelque chose de très intéressant, notamment pour tout ce qui est ajout de netteté sur vos photos. Si vous utilisez Adobe Lightroom, là c'est très simple. Dans votre module développement, descendez dans les paramètres et vous allez dans l'onglet détails, et là tout simplement vous avez un paramètre qui s'appelle donc netteté, et là vous vous rendez compte que quand vous l'augmentez, oui, ça augmente la netteté. Là-dessus il n'y a pas de suspense. Alors le problème c'est qu'il ne faut pas y aller too much, parce que sinon ça accroche un petit peu. Là sur la photo que vous voyez, c'est un RAW Fujifilm, et donc la particularité c'est que si je mets de la netteté, ça va être sur toute l'image. Mais parfois j'aimerais juste en fait un petit peu augmenter la netteté sur les contours, mais pas forcément sur toutes les textures, parce que c'est un petit peu too much. Dans Lightroom, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante qui s'appelle le masquage juste en dessous. Et la particularité, c'est que si vous restez appuyé en même temps sur la touche Alt sur votre clavier et que vous bougez la molette de ce masquage, l'image devient blanc, et à mesure que vous bougez, vous voyez en fait la photo qui évolue en noir et blanc. Tout ce qui est blanc, c'est là où la netteté supplémentaire va s'appliquer, et tout ce qui est noir, c'est là où Lightroom ne va pas l'appliquer. Plus on applique le masquage, et plus Lightroom va se concentrer vraiment sur, on va dire, les contours les plus flagrants. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour ajouter un peu de netteté sur les zones de contour sans toucher à toute l'image. Mais personnellement, quand j'ai vraiment besoin d'ajouter de la netteté en fait à mes photos, là-dessus, Lightroom n'est pour moi pas le meilleur outil. Alors, je suis pas un utilisateur de Topaz, mais je sais que Topaz fait vraiment des excellents plugins. Et moi, vous savez, je suis un utilisateur des produits DxO, et c'est vrai que sur DxO, vous avez deux possibilités qui utilisent exactement les mêmes algorithmes. Donc c'est exactement pareil. C'est soit Pure Raw à utiliser en plugin pour directement Lightroom. Donc ce sont les algorithmes DxO, mais ils sont intégrés dans Lightroom. Et puis sinon, vous utilisez tout simplement DxO Photolab comme logiciel en fait d'édition photo. Et donc dans Photolab, je vous prends un exemple concret d'une photo prise
avec le Fujifilm X-S10 et le Viltrox 13 mm 1.4. Et donc là, la photo que vous voyez devant vous, c'est une photo qui a été prise à f8. Et donc à f8, c'est vraiment une très bonne ouverture pour ce Viltrox. Mais quand on commence un petit peu à zoomer, on se rend compte qu'il y a comme un léger voile, que ça manque un chouïa de netteté quand même. Alors, il faut vraiment zoomer, hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que DxO, et ça, ils sont vraiment à un stade très avancé là-dessus, c'est que DxO, en laboratoire, établit des modules optiques propres à chaque objectif. Et donc, ils font un module en fonction du rapport boîtier-objectif. C'est pour ça qu'ils font régulièrement des mises à jour. Et quand vous l'installez, et bien là, c'est absolument incroyable. Et quand vous l'activez et le désactivez, vous voyez le avant-après, c'est flagrant. Et donc cet objectif, par exemple, là, il atteint un très très haut niveau de netteté. Et donc, il est vrai que ça, c'est encore plus flagrant pour les objectifs qui ne sont pas forcément très performants. Sur des très bons objectifs, par exemple le 70-200 2.8 GM2 de Sony que je possède, cet objectif est littéralement stratosphérique de base. Et c'est vrai que là-dessus, Puro ou DxO Photolab apporte un petit peu de netteté, mais c'est déjà tellement net au départ qu'il n'y en a pas forcément spécialement besoin. Par contre, sur des objectifs un petit peu moins homogènes, je sais que moi, sur mon Sony 1635 2.8 GM, c'est vrai que des fois, j'ai un petit peu moins de netteté quand même dans les angles. Et le fait de passer les photos directement dans Puro, de profiter de ces algorithmes où on peut choisir le niveau de netteté, là, ça met un gros coup de punch et la photo d'un coup, elle est particulièrement nette. Enfin bref, je sortirai ultérieurement plusieurs vidéos sur Puro et Photolab, donc vous verrez ça sur les semaines à venir. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo à nouveau. Et ce sont un peu les derniers mots. Vous voyez derrière moi, là, c'est un petit peu du bricolage. Je suis dans mon salon, c'est Noël, hein. En tout cas, Noël arrive, mais tout simplement pour vous dire que c'est la dernière semaine cette fois-ci où je campe parce que ça y est, plus de problème d'eau dans mon bureau. Tout est réparé, mais sauf que là, je suis en train de terminer l'aménagement de mon bureau. Et également, c'est vrai que là, je suis en train de monter une nouvelle configuration d'ordinateur spécialement pour la photo et la vidéo. Donc là aussi, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur l'informatique. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur tout ce qui touche à l'informatique, à la photo et à la vidéo. Et donc, je sortirai bientôt une vidéo complète où je vous expliquerai quel choix j'ai fait pour construire mon setup PC pour une utilisation vraiment en photographie et en vidéo. Et en attendant, je vous dis à très vite les amis et à la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo.